Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes les témoins du dernier numéro de On garde le contact bien avant la pause. Le mois de septembre sera consacré à des best-of. On vous passera des temps forts de cette émission. Nos chroniqueurs invités ont été performants. Vous aurez l'occasion de le constater durant tout le mois de septembre 2015. Alors ce jour-là, aujourd'hui précisément, sera mis à profit pour faire un tour d'horizon concernant des sujets brûlants sur ce plateau, des sujets qui ont marqué les téléspectateurs. Le recensement s'est fait sur Internet et pêle-mêle, je vous livre les sujets. Le premier sujet qui sera traité ici va concerner la lecture. Les Africains lisent-ils peu? Voilà, voici la première question. La seconde question va concerner les rapports entre la chefferie traditionnelle et les pouvoirs publics modernes. Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'une phagocytose, d'une symbiose ou l'alternative entre ces deux pouvoirs-là? Et l'autre sujet va concerner le gaspillage dans le service public. Il est clair qu'ils sont nombreux, ceux qui n'éteignent pas l'électricité, je veux dire la télévision, le climatiseur, le couleur, le split avant de quitter le bureau. Dans certains services, le robinet des toilettes reste ouvert toute la journée sans problème, et surtout dans les cités. Les cités, généralement, on remarque aussi qu'il y a des caniveaux qui sont pleins d'eau parce qu'il ne s'agit pas d'eau de ruissellement, mais les robinets restent ouverts. Alors, 22 42 54, qu'est-ce qui explique tous ces gaspillages-là dans le service public, surtout dans les lieux gérés par l'État? Vous aurez l'occasion de nous donner quelques clés concernant cet état de fait-là. Merci d'être avec nous. Je commence par présenter mes amis qui sont avec moi ici. Marie-Christine Adou, bonjour Marie. Bonjour. You are my friend. Vous êtes parmi les amis d'On garde le contact. Merci d'être avec nous. Voilà, en face de vous, monsieur Inabo Delors. Bonjour Inabo. Bonjour. Les sujets vous intéressent très bien. Je sais que vous avez déjà beaucoup de notes devant vous. On va s'intéresser à notre quotidien, à nos comportements, à nos façons de faire. Ça vous va? Oui, en effet. Très bien. En face, nous avons monsieur Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour. Voilà, vous qui défendez toujours les Africains. Aujourd'hui, on va voir si vous aurez la force et les armes nécessaires, parce que le gaspillage, ça existe en Afrique, c'est courant, et aussi, est-ce qu'on lit ou pas? On aura l'occasion de le savoir. Et enfin, est-ce que le pouvoir public phagocyte les autorités traditionnelles sur le continent? Ça vous intéressera aussi. On essaiera de voir si vous avez les forces nécessaires pour nous convaincre concernant ces différents chapitres. On marque le premier tampon avec la littérature. Les Africains lisent-ils peu? Voici la réponse avec un document de Africa TV. Les Africains ne lisent pas beaucoup. L'Africain n'aime pas lire. La lecture n'est pas un exercice au quotidien, malheureusement. Comme un refrain, cette phrase revient toujours. Des raisons à ce manque d'engouement. S'il y a des personnes qui détiennent la réponse, c'est bien sûr les Africains eux-mêmes. Le problème qui se pose, c'est le problème de moyens. Parce que les livres coûtent cher. Ça coûte cher parce que quand vous voyez un livre à 8 000, à 10 000, bon, vous avez envie de lire, mais vu le coût, vous ne pouvez pas l'aborder. On va sur le net, souvent il y a des œuvres, on essaie de lire, mais bon, on ne peut pas parce que c'est bloqué. J'aime pas lire parce que je trouve ça ennuyeux. Il n'y a pas que les jeunes, les parents aussi ne s'adonnent plus à la lecture. Malgré tous ces obstacles, la place de la littérature dans le développement des peuples dans le monde est prééminente. La littérature, un coffre de savoir, et cela ne se discute pas. Tous les pays qui sont développés, il y a la lecture à la base. Ce sont des pays où on lit énormément. Il y a quand même beaucoup de savoirs qui sont consignés dans les livres. Je lis beaucoup pour la culture. J'aime bien les œuvres scientifiques et même les œuvres littéraires, philosophiques, peu importe. Mais un livre qui me tombe sous la main, je prends, ça me permet non seulement de perdre le temps avec, me distraire et puis me cultiver surtout, me cultiver. J'aime lire parce que dans les romans, on apprend dans les dictées. Comme ça, dans les dictées, je peux avoir la moyenne. Le livre contribue d'abord au développement de l'Afrique à travers l'éducation. À la base, on peut déjà commencer à former un nouveau type de citoyen. À cette vision s'appliquent de nouvelles méthodes qui ne manquent pas d'imagination. À l'apparence, l'on penserait à un bus, mais l'intérieur nous offre un tout autre univers.
J'ai déjà lu un livre. Nous avons rencontré un bus et on m'a dit que ce bus est appelé le bibliobus parce que c'est un bus mais extraordinaire qui contient des livres. On veut dire une bibliothèque. Quand j'ai entendu ça, je préférais venir pour voir aussi les attitudes des personnes qui ont l'habitude de lire. Dans ce bibliobus, les ouvrages voyagent au service des populations. Il y a des quartiers dits défavorisés où il n'y a pas de bibliothèque. Et il y a des agglomérations dans le pays où l'accès est difficile. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de bibliothèque. Notre objectif, c'est ça, emmener la littérature vers la population. Hormis cette solution mobile, des plateformes de vulgarisation du livre sont organisées chaque année à travers toute l'Afrique. Des salons où auteurs, éditeurs et adeptes du livre se rencontrent pour partager leur passion commune. Le chapitre des problèmes liés à la promotion du livre ne concerne pas que les lecteurs, mais ces pages englobent également les acteurs que prend en compte la chaîne de production des œuvres. Non, le seul problème qu'on rencontre, c'est la distribution du livre. Il y a très peu de librairies. Les librairies qui sont là sont des papeteries. Ils vendent les cahiers, les bics et tout ça. Parce que les livres, comme il n'y a pas suffisamment de lecteurs, ils ne peuvent pas prendre les livres. Et personne, des gens réclament, hein, mais il n'y en a pas, parce que le libraire ne va pas se faire une fortune avec ça. En Afrique, l'édition piétine. Vous savez, tout ce qu'on écrit, c'est thématisé. Il faut que nous écrivains, auteurs, on propose des thématiques qui intéressent les populations, dès le premier temps. Que faut-il alors pour remédier définitivement à ce handicap dont souffre le livre en Afrique? Il faut quand même que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, financer les éditeurs. Et puis, en deuxième temps, il faut qu'on respecte la chaîne du livre pour que les libraires y gagnent. Il faut évidemment que les entreprises à vocation citoyenne puissent aussi aider effectivement à, n'est-ce pas, la promotion du livre et la production du livre. On a remarqué que nos élèves, nos apprenants, ceux qui lisent, ne lisent plus vraiment. Tout le monde s'intéresse à l'Internet. Il est important d'ajouter à la version traditionnelle du livre la version numérique. Il faut être à l'ère du temps. Version numérique pour ceux qui peuvent lire à travers les smartphones et autres outils de communication. C'est bien. En Europe, on n'a plus besoin de faire beaucoup de tapage autour des livres. Mais ici, il faut qu'on s'égosille pratiquement, qu'on passe tout le temps à la télé ou dans les journaux pour parler d'un livre que les gens devraient naturellement découvrir sans trop de pression. Mais en Afrique, c'est encore ça. Il faut faire savoir, il faut promouvoir. Moi-même, j'ai décidé, mes prochains livres, je vais sortir peut-être 2 livres, mettre directement sur Internet au lieu de publier en livre. En y mettant du sien, en saisissant le bien fondé de la littérature, les États africains pourront s'inscrire dans le courant de la ruée vers l'émergence des nations. Ainsi, le nombre de lecteurs en Afrique pourrait être aussi élevé que le nombre de mots contenus dans un livre. Les Africains lisent-ils peu? Marie-Christine Adou, certains sur la toile trouvent que c'est un euphémisme, certains trouvent qu'on ne lit pas du tout. Et les raisons évoquées dans cet élément sont des raisons convaincantes, selon vous? Pas toutes les raisons ne sont pas convaincantes. Encore heureux. Voilà. D'accord. La première question, lisons-nous peu ou pas du tout? Les Africains lisent très peu, très peu. Pourquoi? Parce qu'on est de tradition orale, hein? Donc c'est pas sorcier comme on dit. Voilà, la base des gens est de tradition orale. Donc quand on passe en support, et il n'y a pas eu vraiment cette culture. On ne lit que parce qu'on est à l'école et qu'on nous impose 3 ou 4 livres. Quand les vacances finissent, c'est terminé. Et ça ne continue pas à la maison. Voilà. Donc, il n'y a pas de politique réelle de lecture. Ils veulent bien lire parce que les livres à l'eau de rose, ça passe bien. Les gens achètent et voilà. Donc, je pense qu'avec une bonne politique, cette culture-là va quand même, ça va aller. Maintenant, quand dans le support, on a dit que les livres coûtent cher, sont coûteux. Et souvent, j'entends ça, mais ce n'est pas réellement, ce n'est pas la cause. Pourquoi? Parce que les livres, quand on les voit, les livres basiques, là, ça tourne autour de 1500, 2000, 2500. Donc, on ne peut pas parler de coûts réels. Maintenant, il y a des livres qui sont les livres spécialisés dans d'autres choses. Oui, ça, c'est des coûts 7000, 8000. Mais avant d'arriver à 7000, on peut commencer par 1500, 2000.
Voilà. Et donc, ces livres-là, déjà qui sont accessibles, je vous dis que si vous faites une campagne, qu'on fait une sensibilisation, qu'on demande combien nous payons pour nos recharges, vous verrez qu'on peut lire, on peut lire, on peut lire. Parce que il y a même la preuve, pour ne pas faire la publicité, on a des fois des profils. On dit, bon, si vous utilisez, vous dépensez 5 000, vous aurez ça, ou 10 000, mais on le fait. Mais pas pour acheter des livres. Donc on peut, au niveau prix, moi je ne dirais pas que c'est trop ça, parce qu'on n'est pas encore au stade des... Il faut déjà commencer à lire le basique pour aller acheter des livres à 7 000, 8 000. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, 22 42 54 si vous êtes en Côte d'Ivoire, plus 225 22 42 54 si vous appelez de l'étranger. Le premier chapitre concerne les Africains et la lecture. Les Africains lisent-ils peu? Votre opinion par rapport à cette situation ou à cette question. Monsieur Inabo, les Africains face à la lecture, il est reconnu qu'on lit peu. Est-ce qu'on se prive de richesse en ne lisant pas? Bon, la question est très intéressante. Par contre, je pense que l'Africain, en général, assimile l'Afrique à sa propre personne. Expliquez-vous. Parce que quand on me dit les Africains lisent-ils peu, si c'est un yes or no question, pour moi ça pose problème. Si on doit répondre par oui ou non, ça pose problème dans la mesure où il faut qu'on me présente une étude sérieuse basée sur un échantillon assez représentatif qui puisse me guider dans un sens ou dans l'autre si je dois répondre par oui ou non. Voilà, donc j'attends bien celui qui me dira que l'Africain ne lit pas, qu'il me le démontre. D'accord. Par contre, là où il y a absence de lecture, il y a des éléments clairs qui sont des indicateurs sérieux. Quand vous voyez un sous-développement qui perdure sans jamais s'arrêter, c'est un signe indicateur que les gens ont un problème de lecture. Les gens apprennent très peu. Parce qu'à trop durer dans un handicap, on a la preuve qu'on n'a pas suffisamment appris ce qu'il nous faut pour sortir. Il y a un dicton très célèbre qui dit en prison, c'est seulement ceux qui ne savent pas lire qui sont énervés. Parce que ceux qui savent lire trouvent toujours le moyen de s'évader. La lecture, c'est le seul exercice d'évasion légale. La lecture est pour l'esprit ce que le sport est pour le corps physique. Si tu ne lis pas, tu ne te développes pas. Tout comme quand on ne fait pas d'exercice physique, la science nous dit qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, il rétrécit. C'est la même chose. Si donc je prends ce raisonnement-là pour juste, je serais tenté de dire qu'effectivement en Afrique, on ne lit pas. Maintenant, je suis d'accord avec Marie Adou quand elle dit que le problème n'est pas le coût. Parce que je suis heureux de voir les belles mèches qu'elle a. Mais ces mèches-là, pour une coiffure pareille, on dépense au moins 10 000. Maintenant, on nous parle de mèches humaines, etc. Mais aucune femme ne va accepter de durer avec 2 semaines, avec des mèches de 2 semaines sur sa tête, elle va les changer aussitôt. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des fonds de teint à près de 15 000, 20 000 francs. Alors qu'un livre, il est éternel. Le fond de teint, il va durer combien de temps? L'argument du coût est un faux argument. Et le dernier point sur lequel je voudrais répondre, le problème du manque de lecture en Afrique, qui explique de loin son sous-développement, ne réside pas non plus sur la traditionnalité orale qu'on nous attribue. L'écriture est née en Afrique. C'est les Africains qui ont inventé l'écriture. La tradition orale est présente partout, parce que la communication orale n'a jamais manqué dans n'importe quelle société dans le monde. Mais le livre est le moyen le plus sûr de faire perdurer une connaissance. Et donc nous, en Afrique, le grand et réel problème qu'on a, c'est le problème de transmission de connaissances. L'Africain transmet difficilement ses connaissances. Sedina ne me contredira pas, même dans nos villages, le choix de celui à qui on va transmettre, même oralement, le savoir, ce choix-là vraiment repose sur des critères qui sont hyper sélectifs. Alors que le livre, il est écrit, il ne trie pas. Celui qui veut lire le prend. Mais dans la tradition orale, ce n'est pas à n'importe qui qu'on donne. C'est le manque du goût du partage de la connaissance qui a entraîné le handicap dans le goût de la lecture. D'accord. Seydina, il dit que vous serez d'accord avec lui à travers cet argumentaire-là. Est-ce que si c'est un yes or no question, on est dans le faux en disant par exemple que les Africains lisent peu ou pas du tout? Bien, je pense que les Africains lisent peu. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je ne suis pas dans le système du fait que nous sommes une société orale
ou qu'on n'a pas la culture de la lecture. Parce que nous, on n'a pas la culture de la boisson, mais les Africains boivent beaucoup. Ça veut dire quoi? Vous êtes sûr qu'on n'a pas cette culture-là? Non, la culture de la boisson, la culture de boire la bière et autres. Mais les Africains lisent, les Africains ont leurs alcools. Non, je sais, non, j'ai bien. Les Africains ont leurs alcools. Je sais très bien que nous avons nos koutoukou et autres, je le sais, les dollars, je le sais. Mais la culture de se saouler, en tant que tel, comme les Africains n'ont pas. Mais aujourd'hui, vous voyez dans toutes les villes, partout en Afrique aujourd'hui, il y a des maquis partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que ce que l'élite a montré, parce que voyez-vous, ce qu'on montre, le modèle, c'est quoi? C'est le modèle qui inspire tout le monde. Quand vous allez aujourd'hui, depuis les années 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais vous allez sur nos cadres, vous allez voir qu'il y a plus de caves, mais il n'y a pas de bibliothèque en tant que telle. Il n'y a pas de grande bibliothèque en tant que telle. Oui, ils ont ça se vérifie ça? Oui, mais on peut chez les cadres, il y a plus de. Il y a des caves chez chaque cadre, mais il n'y a pas de bibliothèque chez les cadres. Il n'y a pas de bibliothèque chez chaque cadre comme ça en tant que tel. Mais que ce soit des cadres musulmans ou chrétiens ou autres, il y a des caves chez plusieurs cadres ici en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une réalité. Mais il n'y a pas de bibliothèque en tant que telle comme ça. S'ils ont des bibliothèques, peut-être c'est des encyclopédies qui sont là juste pour faire le maquillage, mais pas pour faire la promotion de la lecture en tant que telle. C'est ce qui est présenté. Comme vous avez sur un casque qui est fait. Donc, ce qu'on nous présente au fur et à mesure. Une fois, le frère Inabo a dit ici que quand on répète 21 fois quelque chose à quelqu'un, la personne garde la chose. Mais je vais sur le modèle, c'est-à-dire le cadre, l'intellectuel, l'instruit. Mais je vois qu'il n'y a que des caves chez lui, il n'y a pas de livres. Donc pour moi, le modèle réel, la civilisation, c'est ça. Donc ça aussi, ça impacte négativement. Marie ne sont pas tout à fait d'accord. Non, je ne suis pas d'accord pour le fait de, quand on fait la transition entre la tradition orale, et je reviens et j'insiste, je persiste, et je dis qu'on est oral. Pourquoi? C'est vrai que l'écriture a été inventée en Afrique, mais je suis désolée, quand tu lis toute cette civilisation historique, préhistorique, même autant aussi bien que l'écriture a été inventée, elle n'était pas, elle fait toujours partie d'une connaissance secrète. Elle était créée pour certaines choses, mais pas pour la vulgariser. Vulgariser cette écriture-là, ce n'était pas du tout du fait de ceux qui l'ont créée. Vous voyez, c'était une élite. Tout ça fait partie de ce qu'il dit souvent, les initiations, vous voyez. Donc, reconnaissons qu'on était oral, c'est-à-dire c'est celui qui parlait bien, l'enfant qui parlait bien, il fallait bien parler oralement, et dans tous nos faits et gestes. Et même pour former une femme, pour entrer dans son foyer, tout était, c'est oral, hein? Il ne faudra pas qu'on se voile la face pour dire parce qu'on a créé l'écriture, donc on a fait ce basique-là, non. Et en plus, on ne veut pas lire, mais on lit, je ne fais pas d'attaque, hein. On lit le Coran, on lit, l'écriture c'était fait pour lire le Coran, pour lire la Bible, voilà, on est axé pour ça, il y a plein d'écoles madrasa, là, voilà, donc mettons les choses, ce n'est pas une honte ou quoi de dire que c'est oral. Moi, c'est des réalités, c'est une réalité, je suis désolée. Général Loubao, sur la toile. Nous sommes sur la page officielle de l'émission. Trouve que dire que les Africains lisent peu n'est pas bien parler. Il faut plutôt dire que nous ne lisons pas du tout. Et en témoigne dans les nombreuses fautes que nous faisons sur le web. Et puis, nos écrivains, il faut qu'ils sachent qu'on ne fixe pas le prix des livres en fonction des populations. Nous sommes un continent pauvre, qu'ils facilitent l'accès aux livres en diminuant le coût du livre. Là, le problème du coût revient, hein, et bon, voilà, on a perdu le général, mais je pense qu'il est d'avis avec vous quelque part, hein. D'abord, le coût du livre et aussi le côté oral de l'Africain qui est développé. Mais même si Inabo semble... Les deux arguments sont fallacieux, permettez-moi l'expression. Le coût est... Fallacieux dans le sens où c'est en quelque sorte des mirages qu'on présente pour se donner bonne conscience. Je dis, si on est dans une tradition orale et que le besoin se pose un jour de créer l'écriture, c'est qu'il y avait quelque part un manque à combler. Il y avait un problème qui se posait qu'on a voulu solutionner, pour parler comme les Africains, les Ivoiriens du moins, en créant l'écriture. De deux, l'écriture était confiée à une caste bien précise qu'on appelait les scribes. C'est-à-dire qu'il y a les griots qu'on connaît, qui sont le réservoir de l'histoire et qui la rendent en temps voulu. Mais on a créé aussi la caste des scribes qui, eux, portent par écrit ce savoir-là. Et c'était transmis aussi de génération en génération.
Et donc moi je dis, si les civilisations qui sont hors d'Afrique se sont accaparées l'écriture, ont couché leur savoir, leur technologie et tout ce qui font d'eux aujourd'hui la tête de ce monde par écrit, nous on n'a plus aucun justificatif. Nous qui avons été les premiers à ressentir le besoin d'écrire, nous n'avons pas de justificatif pour expliquer que nous ne lisions pas. Maintenant pour en revenir au coup, mais très sérieusement, j'ai vu avec grand plaisir Isaïe Biton Koulibaly, qui est un ami personnel, qui a même écrit un roman sur la tare de la lecture dans la société en Afrique, un roman très intéressant que j'avais voulu faire venir sur le plateau, mais quelque chose m'en a empêché. À ce niveau-là, il faut dire que le coût n'a jamais été un problème. Le coût n'a jamais été un problème. Elle a soulevé l'argument tout à l'heure des recharges téléphoniques. Combien d'entre nous dépensent moins de 10 000 francs? Je parle de nous qui sommes sur ce plateau, dans le téléphone. Et depuis que l'année a commencé en 2015, nous avons lu combien de bouquins? J'ai lu une note de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui se plaignait en juin dernier de n'avoir lu que 14 bouquins depuis le début de l'année. Lui-même fondateur. Je dis, mais quoi? Lui, il arrive a à 14 bouquins et il se plaint, alors que moi-même, je m'étais juré à moi-même de lire ne serait-ce qu'un bouquin par livre. Là où j'en suis, je n'en suis même pas à 4. 8 mois après le début de l'année. Le coût n'a jamais été un argument sérieux dans cette affaire. Moi, je voudrais dire ceci. Est-ce que les Africains trouvent la solution à leurs problèmes dans les livres? Parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'il faut lire pour solutionner, comme tu l'as dit, des problèmes. Est-ce que les livres que nous avons à notre disposition sont des livres qui résolvent nos problèmes? Non, il y a ça. Parce que même si je mets 100 000 francs dans les unités tout à l'heure, c'est pour régler mes problèmes, c'est pour régler mes soucis. Mais est-ce que si je mets même 200 000 francs dans un livre ou même dans des livres, est-ce que ces livres-là, à la fin, je vais trouver les solutions au problème? Parce qu'il y a ça aussi. Quel est le type de livre? Tu sais pourquoi? Parce qu'au début, quand le téléphone était sorti, tu te souviens qu'on nous faisait appeler la minute à 500 francs. Il y avait des gens qui allaient appeler. Parce que pour eux, le besoin se posait. On va se demander, mais comment ils s'arrangeaient quand il n'y avait pas de téléphone cellulaire? Et puis maintenant, on a l'impression qu'on ne peut plus s'en passer. Mais c'est quand tu vas et que tu rencontres l'élément et que tu te rends compte qu'il t'a apporté une réponse, que tu y demeures. Qui d'entre nous va vers le livre? Et vers quel livre aller? Nous sommes, nous, une fois assis pour essayer de faire notre panacée avec le livre. Est-ce qu'on a une fois mené des débats personnels pour savoir? J'ai essayé beaucoup de choses, mais est-ce que je me suis intéressé aussi au livre? Il y a des livres très très puissants. Moi, je suis content de voir Seydina aujourd'hui, qui est quelqu'un qui est rempli de livres, contrairement à l'apparence qu'il donne dans son propos, mais c'est un monsieur qui lit des livres très chers d'ailleurs, qui lit des livres que moi, il n'a jamais vus. Il a découvert plein de livres pour ma première fois avec lui. Dans le livre, il y a beaucoup de solutions à nos problèmes. En fait, c'est la volonté d'aller s'approprier des solutions qui nous fait défaut. Très bien. Alors, donc la question du coût n'est pas un problème. Voilà, ce n'est pas un bon argument. Et aussi, est-ce qu'il faut un type de livre pour l'Africain? Ça aussi, ce n'est pas un argument valable. Parce que quelle lecture pour l'Africain aussi? Le scientifique Isaac Newton a donné l'un de ses premiers énoncés de physique. Il a dit: tout corps au repos reste au repos tant qu'une force extérieure ne vienne agir sur lui. Tout corps au repos reste au repos tant qu'aucune force extérieure ne vienne agir sur lui. Il n'y a pas de livre pour l'Africain. Il y a des livres qui ont des connaissances, qui renferment des connaissances. C'est cette connaissance-là qui peut te transformer. Sans connaissance, tu péris. Voilà, Général Louabo, on l'avait perdu, mais il est encore là. Il dit, bon, les jeunes, au lieu de perdre leur temps à lire, préfèrent chercher des choses, parce que ce n'est pas la lecture qu'ils vont manger, c'est ce qu'il dit. Et tout ça, ce sont des facteurs qui découragent les gens, les Africains, face à la lecture. Monsieur Kofi est en ligne depuis les 2 plateaux. Bonjour Kofi, bienvenue. Monsieur Kofi est-il là? D'accord, le temps d'établir la connexion avec Kofi, on va rétropédaler, on va se retrouver le 17 février 2015. C'est ce jour-là que le sujet a été mis sur ce plateau-là. Les chroniqueurs n'ont pas manqué d'arguments. Rétropédalage. Le livre aussi, c'est ça. Ça nous permet d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres réalités. Et ça a aidé. Mais quand on grandit aussi, on a besoin d'avoir des informations qui se rapportent à notre environnement. Et pour retrouver ces informations, il ne faut pas s'asseoir à la maison. Il faut aller. Moi, j'insiste dessus. Il faut que les gens prennent l'habitude d'aller en librairie. Je ne peux pas, pour ma part, être comme le petit Français, pendant que
le petit Africain ici se bat pour son père. Là-bas, les SDF sont poursuivis pour même dormir dans les 4 murs. Les chômeurs sont payés. Mais ils ont le temps pour lire. Vous comprenez? Ici, on n'a pas ces réalités-là. Mais comment est-ce que vous voulez que les personnes ici en Afrique s'adonnent à la lecture? D'abord, moi, mon livre n'est pas encore sorti. Mais j'ai déjà plus de 200 commandes des jeunes gens de 17 à 20 ans. Parce que les conférences que moi j'anime au centre, dans mon institut, je suis souvent fier et étonné de trouver que ce sont les jeunes gens qui viennent, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et beaucoup de filles aussi. Et là, ça me surprend pas. Je me dis, moi je viens de parler de l'Afrique, où les uns et les autres trouvent que c'est archaïque, et ce sont des jeunes gens qui sont friands de l'Internet et qui viennent. Voilà, on s'excuse pour la qualité du son. C'était ce jour-là, 17 février 2015. Seydina Steffi Joyce, journaliste et auteur littéraire, et tous les autres invités sur ce plateau se penchaient sur la question suivante. Les Africains lisent-ils peu? Diakité Moussa souhaiterait réagir sur la toile. Moi, je crois bien que ce sont les moyens qui ne le permettent pas. Le temps qu'un Africain va prendre pour lire une œuvre, avec ce même temps, il peut s'offrir quelques miettes de pièces en travaillant. Alors, si on parle de lecture, c'est parce qu'on est rassasié selon lui. Voilà, Monsieur Diakité Moussa. Et ensuite, Kwame Yves Landreau sur notre page officielle. Les Africains lisent peu car les livres sont coûteux, pas accessibles à tous. Nous n'avons pas cette culture. Même les élèves de séries littéraires ne s'y adonnent pas assez. Un peu ennuyeux aussi, pourtant, c'est au travers des livres qu'on découvre véritablement le monde. Et nous allons terminer avec Mon Afrique, c'est son nom, Mon Afrique. Les Africains lisent très peu, je dirais même presque jamais. Je ne sais pas si cela est inscrit dans nos gènes. Le père et la mère ne lisent jamais et ça ne doit pas t'étonner si l'enfant ne peut lire une phrase correctement. Réaction par rapport à ce pessimisme qu'on voit sur la toile. Hein. Personne ne défend. Personne ne trouve intéressant qu'on ne lise pas et personne ne trouve qu'on lise. Oui, mais moi je reviens, je dis c'est pas fallacieux. On est oral et ça on y, qu'on le veuille ou pas, c'est pas un argument fallacieux parce que quand les gens disent il y a tel problème, il faut analyser le problème. On n'a jamais demandé même dans les villages ou quoi, qui sait lire. C'est qui sait parler, qui sait danser, qui sait chanter, mais tout est oral autour de nous. Vous voyez, l'Européen est intéressé à la lecture. Pourquoi? Et c'est pour ça que je reviens à la question qui était posée où personne n'a répondu, où on n'a pas eu le temps, où ça a été demandé, tu as fait le passage en disant que est-ce qu'il faut une littérature pour l'Africain? Oui, moi je dis oui et oui et oui et 1000 fois oui. Pourquoi? Parce que quand on a eu des rêves pour aller en Europe, pourquoi? Parce qu'on lisait les petits livres, Nanou et ceci. Voilà, moi j'ai rêvé pour ça, je voulais aller en Europe pour aller connaître certaines villes que j'entendais, que je lisais. Parce qu'ils ont leur littérature à eux. Ça développe leur sensibilité. Il y a eu Les Misérables de Victor Hugo qui ont été des succès, qui ont été remis. Il y a les contes de Noël. À Londres, en Angleterre aussi, pareil. Aux États-Unis, pareil. Dans toutes ces villes européennes, ils ont leurs livres, leurs histoires racontées dans leurs livres. Vous voyez? Donc, c'est normal. Si on n'a pas une littérature pour les petits, ça a commencé maintenant avec Pokou, avec les épopées, là. Moi, je dis, même Aya de Yopougon a eu du succès, un succès fou. Pourquoi? Parce que là, il faudrait que quand tu lises ou tu vas voir un film, tu veux te reconnaître là-dedans. Quand les œuvres de, je peux citer, j'espère, Isaïe Bitton et tout ça marche, parce que quand les gens les lisent, il y a une autre qui avait écrit toute une truc sur Assini et tout ça, les petites amourettes et tout ça. Quand tu ne te sens pas, tu ne peux pas lire. Donc, il faut une littérature africaine pour les enfants. Pour lui donner raison, je veux dire, dès qu'il s'agit d'auteurs africains, vous vous rendez compte que nous tous ici autour de la table, on a publié quand même des frasques de Binto, Sous l'orage, Le soleil des indépendances. Le débat est là puisque c'est incite à lire. Le débat parle de lecture et non pas de nature d'ouvrage à lire. Mais non, mais pour lire. Permettez-moi de terminer. Je pense que c'est un vase communicant. Non. Permettez-moi de terminer. Ce que je dis est important. Il y a des choses sur lesquelles on se trompe et on discute longtemps sans savoir de quoi on est en train de parler. Et même sans savoir qu'on parle de choses différentes. La lecture et le roman, c'est deux choses différentes.
Je répète, la lecture et le roman, c'est deux choses différentes. La littérature et le roman, c'est deux choses différentes. Quand on dit l'Africain n'aime pas lire, on ne parle pas essentiellement de romans. Il y a des bouquins de mathématiques, il y a des bouquins de sciences, il y a des bouquins de droit, il y a des bouquins d'économie. Il y a un jeune homme qui m'a envoyé, depuis longtemps, qui m'envoie plusieurs messages pour chercher à me rencontrer. Je lui demande pourquoi. Il dit il aime ma manière de m'exprimer. Je m'exprime bien, selon ce qu'il dit. Comment est-ce que je peux faire pour parler aussi bien que toi? Personnellement, c'est une grâce. Si tel est le cas que je m'exprime bien, que Dieu m'a fait. Mais je sais qu'on peut apprendre à bien parler. Je lui ai recommandé un livre qu'on appelle « Bien parler en public », écrit par Dale Carnegie. Vous voyez, il ne s'agit pas de roman. Il s'agit d'un livre qui contient une connaissance qu'on peut acquérir en le pratiquant. Pour moi, la lecture, ce n'est pas essentiellement des romans. Si bien que quand on me parle de littérature africaine, moi j'aime beaucoup la lecture, mais je lis très peu les romans. Je lis personnellement très peu les romans. Je lis beaucoup de livres. Je suis désolée parce que le plateau... Non, excusez-moi, permettez-moi d'aller jusqu'au fond. Et puis l'essentiel même du débat n'est pas de nous faire être d'accord, mais de permettre à chacun de pouvoir exprimer et faire comprendre son idée. Vous comprenez, non? Donc je conclus pour dire que la lecture, ce n'est pas forcément le roman. Le roman est un élément des supports qu'on peut lire. Mais dans ce cas, ne dis pas que je suis hors sujet, je suis désolée. Personne ne l'a dit. Il faut qu'il y ait un roman. Lorsque quelqu'un veut apprendre à bien s'exprimer, ça relève. C'est parce que tu as commencé. Moi, je suis désolée, il y a des enfants dès le CP1. Et c'est comme ça qu'on arrive dans des écoles d'excellence. Dès le CP1, on le voit en bon orateur. Au CP2, au CE1, au CE2, et il est orienté par rapport à ça. Et il sort des fois un grand maître. Ceux qu'on voit aussi qui ont la fibre des écrivains. Voici pourquoi dans nos classes, nous demandons pourquoi il n'y a pas la musique, pourquoi il n'y a pas ces instruments-là et tout, la musique et tout. Parce qu'il ne faut pas dire que le roman est le sujet de lire. On lit quoi alors? Lire, non, j'en viens. Lire veut dire quoi? Lire veut dire quoi? Non, j'ai ramené au roman par rapport à un thème. J'ai dit lorsque les enfants sont petits, pour qu'un enfant de CP2 et tout, il faut des petits livres illustrés, des petits contes comme Kirikou. Kirikou qui a eu un succès, pourquoi? Les dessins, c'est vrai, certes, d'autres critiquent pourquoi il est nu. Bon, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Mais je sais que l'histoire même de Kirikou a quand même entraîné... les enfants ont commencé à dire, tiens, je veux commencer à les pousser même dans les vidéos, les films vidéo africains, vous voyez. Non, il faut quand même des images dès l'enfance, que l'enfant des primaires s'habitue à des genres de romans pour qu'au collège, il passe à une autre étape, pour qu'à l'université, il passe à une autre étape. Maintenant, s'il veut bien parler, il n'a même pas à voir Inabo pour ça. À son âge, il va dans une librairie, il dit, moi, je veux bien m'exprimer, on le guide. D'accord. Voilà. D'accord. Bouaké, le téléspectateur attend depuis. On peut nous redonner son nom. Ahmed, voilà. Ahmed, c'est tout court. Ahmed appelle depuis Bouaké. Bonjour Ahmed, si vous êtes encore là. Bon, léger problème de connexion. Il y a M. Brian Kouadio, sur Abidjan Média, qui dit ceci: cacher un trésor dans un livre et dites à une dizaine d'Africains de trouver les trésors. Seule une personne sera intéressée. Donc, nous lisons peu, effectivement. Voilà. Je pense qu'on est clair. 100% des intervenants trouvent que les Africains lisent peu. Et les raisons, bon, sont évoquées le coût du livre, mais aussi une littérature peut-être africaine, mais Inabo ne veut pas en entendre parler. C'est cette mauvaise compréhension des choses, mais après toi, je vais... Il faut effectivement une littérature africaine. Parce que comme il a dit, Inabo même a dit tout à l'heure qu'il faut s'approcher des livres pour comprendre ce qu'il y a dans les livres. Ce qu'elle vient de dire aussi, c'est une réalité. Nous avons dit ici, mais en février, quand on était en train de faire le débat, quand je lis un livre peut-être qui passe seulement que de la neige, bon, je trouve que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il a dit ici. Est-ce que les Africains arrivent à trouver les solutions à leurs problèmes dans les livres? Si vous voyez que j'ai 2 ou 3 problèmes, on dit non, va lire. Prends ce livre, prends tel livre, tu vas voir ton problème là-dedans, mais les gens vont lire. Il faut que les livres qu'on nous présente, il faut que dans ces livres-là, non seulement on reconnaît notre environnement là-dedans, mais dans toutes choses, il faut ça. Nous sommes dans notre environnement, les problèmes que nous avons, notre quotidien, il faut qu'on puisse trouver des solutions là-bas. Là, c'est très important. Les gens cherchent des solutions dans les livres saints. C'est pourquoi le Coran, la Bible, ne manque pas de... Justement, les gens lisent. Les Africains lisent beaucoup. Ce que je dis est que
l'Africain, la réponse au problème de l'Africain ne se trouve pas uniquement dans une littérature africaine. Parce que la connaissance cachée dans la lecture ne se trouve pas seulement que dans les romans. Et je vais illustrer par un dernier propos. Je pose la question à vous trois sur le plateau. Est-ce que vous savez faire la différence entre un manchot et un pingouin? Vous connaissez la différence? Lorsqu'on les voit comme ça, c'est... Est-ce qu'il y a d'abord une différence entre un manchot et un pingouin? Quand on les voit comme ça, c'est un peu compliqué. Un manchot, c'est un homme, un pingouin, c'est un animal. Non, il y a deux animaux. Voilà, C'est deux animaux. C'est deux animaux. Super. Moi, je viens de découvrir ça dans un livre pour mon fils. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un livre de contes. C'est un livre de connaissances que j'ai acheté pour mon fils de CP1, où j'ai découvert que le pingouin même peut voler. Chose que ne peut pas faire le manchot. Ce que je veux expliquer, chers frères, c'est que la littérature africaine n'est pas mauvaise. J'y fais souvent allusion même ici. Mais je dis que quand on parle de lecture, le champ n'est pas fermé au roman. Je le dis à cause de personnes qui parlent comme ce jeune pour dire, toi tu as tes problèmes, tu as fait quoi à la lecture. Mais le problème qu'il a là, il n'est même pas informé qu'il peut avoir la solution de ce problème-là dans un livre. Peut-être qu'il est étudiant, il veut mener une activité commerciale ou bien il veut savoir comment s'en sortir en étant étudiant. Comment vivre décemment et être autonome financièrement en étant étudiant. Il y a des livres qui en parlent. Oui, mais moi, je veux dire, la question est très simple. Les Africains lisent peu. Pourquoi nous ne lisons pas peu? C'est parce que dès le départ, on n'est pas incité à... Parce qu'il faut déjà aimer ce que... Il faut déjà aimer le livre. Comment aimer le livre? Parce que pour lire, il faut aller le lire quelque part. Comment aimer? Mais c'est en ayant dès l'enfance, parce qu'en Europe, moi je ne vais pas prendre un livre, un enfant qui lit ici le métro, la montagne, comment vous voulez qu'il soit intéressé? Mais quand il voit avec les petits... Moi, jusqu'à présent, moi je suis fan de Mamadou et Bineta, j'ai toujours ce livre-là qui me suit partout. Rien que comment c'était illustré, les paroles et tout, c'est resté cadré jusqu'à... Pourquoi? C'est ce qui m'a poussé hier. Voilà le décor. Vous êtes familier. Et moi, ce que je veux dire à Inabo, on veut donner une réponse simple de pourquoi nous ne lisons pas. Parce qu'on n'a rien d'attractif. Après, maintenant, le fait d'aller savoir que dans les livres, je vais trouver mes solutions, mais c'est quand je vais commencer à lire, c'est comme pourquoi je ne fais pas de sport. Je ne peux pas savoir tant que... Mais si déjà on me dit, il y a des sprinteurs, je ne sais même pas les différents. Il faut que je commence le sport un peu pour dire, il y a le hand, il y a le truc, il y a la marche, il y a la course de fond. C'est comme ça, mais pour le livre, là, avant d'être guidé, il faudrait que dès le départ, on ait des petites illustrations. On ait des petits, voilà. Mais tu donnes un bouquin. Du quotidien. Voilà, parce que moi, si je ne sais pas lire, je peux lire, tu peux me conseiller, Inabo peut me conseiller un livre, comment par exemple mieux me mettre ou... Mais comme je n'ai pas l'habitude de lire, je vais prendre le livre. Le livre va m'ennuyer. Je vais dire, mais ton livre là, vraiment, je n'ai pas... Voilà, donc... D'accord, voilà. Alors, il m'a envoyé un livre pour lui, le livre faisait 400 pages. C'est avec lui pendant 2 ans, il n'avait pas à lire. Il m'a donné un samedi, le samedi prochain, je suis à 300 pages. Il dit, mais où tu es? Je suis à 300 pages. Mais c'est là, il dit, oui, je me lis. Il faut avoir l'amour de la chose. On ne peut pas détester le médicament qui vient de la pharmacie au motif qu'on ne sait pas ce qu'il soigne, au motif qu'on n'a aucune connaissance sur ses potentialités, sur ses capacités. On ne peut pas se désintéresser de lui juste parce qu'on ne sait pas ce qu'il règle comme problème et qu'on est habitué à prendre par exemple l'écorce de manguier ou des choses comme ça. Cet argument-là ne tient pas. Je dis que ce n'est pas parce que quelqu'un trouve un livre ennuyeux que le livre l'est. Non, mais on parle pas de... Vous comprenez, l'Africain ne lit pas, on ne peut pas me dire que c'est parce qu'il n'est pas habitué à la lecture. On revient au médicament, ça c'est mauvais. C'est mauvais. Il ne faut pas faire de la médication parce que c'est un médicament. Voilà, si on te présente un médicament et qu'on dit que celui-là, il lutte contre ceci, il lutte contre cela, il soigne tel problème. Si tu es dans ce cas-là, il ne faut pas dire non, comme moi je suis habitué, on m'a habitué depuis petit à aucun. C'est un très bel exemple parce que... Non, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple parce que le médicament, je vais mal l'utiliser. Ouais, mal l'utiliser, ça peut être... Donc voilà, on utilise mal le livre. Oui, mais malgré ça, j'utiliserai mal... La preuve, les antibiotiques jusqu'aujourd'hui. Malgré ce qu'on nous en dit, il y a des gens qui commencent à 2, 3 et puis ils arrêtent.
Justement, c'est ça qu'on plaint. C'est ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. Je dis que c'est mauvais de faire ça. Non, mais on n'a pas dit que les livres sont mauvais. On dit la mal, c'est parce que les gens l'utilisent mal. Les gens ne l'utilisent pas. D'accord, très bien. Mais ils n'utilisent même pas. Voilà. Non, j'ai dit si tu me conseilles un livre, je peux mal l'utiliser. En conclusion, on va encourager à la lecture, c'est ça? Il faut que les gens puissent lire parce qu'il faut que les Africains... Justement, il faut aller au développement. Aller au développement, il faut aller à la recherche. À la recherche, je pense que c'est dans les livres que nous pourrons trouver la solution à nos soucis. Aujourd'hui, les livres sont en concurrence avec Internet. Ça, c'est un autre débat. En conclusion, je dis que le livre la lecture est un exercice profitable. La lecture est un exercice profitable. Il faut aller vers le livre. Ce n'est pas le livre qui vient vers l'homme. Marie? Oui, moi je dirais qu'il faut initier, il faut pousser les gens à aller vers le livre. Le livre ne viendra pas, mais il faudrait inciter les gens à aller vers le livre en commençant dès la petite enfance avec vraiment des illustrations. Parce que quand l'enfant viendra emmerder ses parents, maman, papa, et c'est comme ça que papa même se mettra à lire aussi, qui quittera un peu son journal. Hein. Voilà. D'accord. Merci à tous. Le 27 janvier dernier, c'était un mardi, nous avons parlé des rapports chefferie traditionnelle africaine et pouvoir public moderne. Allons-y au Burkina Faso pour voir un élément qui va bien illustrer cela. Le côte à côte, est-ce que c'est favorable au pouvoir traditionnel africain? Est-ce que la chefferie est phagocytée par le pouvoir central? Nous suivons cet élément et tout à l'heure, on va vous écouter. La chefferie coutumière burkinabé doit être institutionnalisée. C'est ce qui ressort de l'ouvrage « Démocratie et chefocratie ou la quête d'une gouvernance apaisée au Faso », un essai du professeur Albert Ouedraogo de l'Université de Ouagadougou. Cet ouvrage souligne la nécessité de l'impartialité politique de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Pour l'auteur, il est temps que ces acteurs coutumiers quittent l'arène politique pour se consacrer à la cohésion des peuples. Le sens même de notre ouvrage, c'est d'amener à désarmer les chefs par rapport à leur adhésion dans les partis politiques, puisque les chefs, par essence, ne doivent pas être dans tout ce qui est partisan, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour continuer à être des rassembleurs, pour être toujours ceux vers lesquels on peut recourir en cas de crise. Pour le professeur, l'exemple des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Niger ou encore le Cameroun où la chefferie est inscrite dans les institutions doit faire école. Voilà, rapprochement, pouvoir public, chefferie traditionnelle. En Côte d'Ivoire, il y a eu des actions par rapport aux chefs traditionnels qui désormais auront rang protocolaire, auront un traitement. Inabo, ce n'est pas sans réaction chez les intellectuels et chez certaines personnes. Est-ce que la chefferie traditionnelle va encore avoir tous les leviers, les mains libres pour être le recours en cas de difficulté? Bon, déjà à ce niveau, il faut qu'on précise bien au regard de notre droit comment est-ce que ceux qui sont appelés chefs et rois traditionnels sont structurés et sont positionnés vis-à-vis de la force publique. Voilà. Il faut préciser qu'il y a eu un changement dans leur situation avant la pénétration coloniale, durant la pénétration coloniale et de nos jours. Avant la pénétration coloniale, nous étions pour la plupart des personnes vivant en Afrique noire francophone gérées par des cantons sur lesquels sont établis des chefs centraux. Après, on descend dans le canton, même on a un chef de canton. Le canton, c'est un regroupement de villages. Et sur chaque village, on a un chef. Il faut dire que pour ces différents chefs-là, ils étaient l'incarnation du pouvoir politique, administratif, judiciaire et mystique. Je parle de mystique pour englober tout ce qu'il y a de religiosité et autres. Voilà, donc ils incarnaient tous ces pouvoirs-là à la fois. Quand le colon est arrivé avec son administration, il a mis fin aux activités administratives, politiques de ces personnes-là. Il ne leur a laissé, et judiciaires, il ne leur a laissé que la latitude d'opérer leurs sciences mystiques ou religieuses. Quand bien même, malgré cette permission-là, il a aussi fait venir ses missionnaires à lui pour apporter une autre coloration en termes de religion. Cela dit, aujourd'hui,
La question qui s'est posée après le départ des Occidentaux est quel est le statut définitif de ces personnes-là? Est-ce qu'on revient à notre ancienne Afrique ou bien on reste dans une Afrique où le pouvoir de ces personnes-là est flou, sans délimitation et sans objet? C'est pour répondre à cette question que le gouvernement a proposé l'année dernière, en 2014, un texte à l'Assemblée nationale qui a été voté d'ailleurs par la commission chargée de ce genre de texte-là. Mais le texte même qui avait été retenu par la dite commission était flou. Parce que dans ce texte-là encore, on ne sait pas la définition exacte de ce que c'est qu'un roi et un chef coutumier. Ce n'est pas défini dedans. On est donc dans une situation où, au cas par cas, les gens s'arrogent des droits, enfin, ils pensent être détenteurs de droits. Vous arriverez, par exemple, dans une certaine partie de la Côte d'Ivoire, généralement chez les Agnis, où la royauté a un pouvoir très fort. C'est quelque chose de très respecté, généralement même chez les Akans, comparativement aux Krou et autres, où tu peux arriver dans un village, à voir quelqu'un parler mal au chef. Chez les BT, c'est des faits courants. Voilà, donc je veux dire, plus rien ne définit rien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une espèce de flou pour lequel il faut encourager les efforts du gouvernement qui tente de recadrer les choses et puis donner un certain contenu. La démarche de l'auteur burkinabé tout à l'heure, c'était de maintenir le chef dans son rôle, qu'il soit impartial, neutre. Il trouve que ce rapprochement-là peut-être pourrait, je vais dire, faire du chef le prolongement de l'administration centrale. Non, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que le chef, ce n'est pas une marionnette. Parce que si en réalité on parle des chefs, le chef c'est un homme politique. C'est un homme politique, c'est un gouvernant. C'est quelqu'un qui gouverne une communauté, c'est quelqu'un qui gouverne un peuple. Donc le chef ne peut pas être là pour dire que oui, c'est pour ça que quand on faisait le débat ici, j'avais dit que si l'État décide de réhabiliter les chefs, c'est que nous serons dans un pays fédéral. Nous sommes dans un pays fédéral. Expliquez. Oui, parce qu'une fédération, c'est un ensemble de pays qui se met ensemble. Parce que les chefs qui gouvernent... Et dans notre cas c'est ce que dans notre cas, si on doit réhabiliter les chefs, parce que c'est des hommes politiques qui gouvernent des communautés, qui gouvernent des partis, qui gouvernent des villages, etc. Donc, ils deviennent des chefs en réalité. Donc, nous devenons une fédération. La Côte d'Ivoire devient une fédération. Marie, est-ce qu'il n'y a pas un risque de maintenant, les emmener en politique avec soi? Attendez, maintenant, la politique dont on parle, c'est-à-dire que quand on dit les chefs, on demande aux chefs d'agence de ne pas faire de politique, c'est-à-dire que les partis politiques modernes que nous avons ici, c'est-à-dire que les chefs n'ont pas peut-être le droit d'être de tel ou tel parti. Là, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'on reconnaisse que c'est des hommes politiques aussi. Des hommes politiques dans le sens réel si Sambaoulé, je voulais m'exprimer, peut-être qu'on allait mieux me comprendre si je disais politique par rapport en français que je suis en train de dire. Voilà. Parce que les vous comprenez? Parce que lorsqu'ils sont politiques, oui, justement, c'est quand c'est des hommes politiques. Du politique, bon, il y a problème là. C'est pour ça que j'ai toujours dit, pour qu'on puisse se comprendre ici en Afrique, il faut qu'on commence à parler nos langues. Mais si on parle nos langues, ça c'est un autre débat. Faut-il éviter je vais dire... l'amalgame. Oui, l'amalgame, mais aussi, on sait ici que la main qui donne ordonne. Alors si vous commencez à avoir des privilèges et tout cela, est-ce que vous pouvez dire le contraire de celui qui vous positionne ici? Moi, franchement, j'ai été très mal à l'aise, Je ne pense pas être la seule. Parce que je me dis, un chef, quand j'arrive chez moi, le chef de mon village ou le roi, parce qu'il y a une différence, chef et roi, voilà. Donc, ou le chef ou le roi, avant, c'était si on veut les réhabiliter, qu'on les réhabilite dans le rôle qui était dans le basique, le chef. Le chef, c'était quoi? Dans ma connaissance. Maintenant, bon, peut-être d'autres vont me contester. Sinon, un chef, d'abord, le chef était un exemple dans le village. Il devait avoir la plantation, il devait avoir ses affaires. On ne nommait pas un chef pour nommer un chef. Ce n'est pas un chômeur qui peut être chef. C'est ni un retraité qui doit être chef. Quand je dis retraité, je n'ai pas dit qu'un retraité ne peut pas être chef. Mais si tu es à la retraite, même si tu n'as pas fait les ressources qu'il fallait, tu n'as pas pensé à l'arrière que je devais quand même aller faire des plantations chez moi, on ne peut pas venir te dire d'être chef. Parce qu'un chef, tu dois être l'exemple dans le village. Ah, si le chef a déjà ce qu'il a, mais que pensez-vous qu'un homme politique qui quitte dans sa capitale, qui vient, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne peut rien apprendre au chef, il ne peut même pas l'influencer. Et le chef dans le village doit être un exemple. Parce que quand c'est le chef qui doit conseiller le paresseux, c'est le chef qui doit faire les bilans. Il y a eu une famine, pourquoi? C'est dans cette entité-là. Donc quand il dit politique, je vois, mais on ne peut pas dire politique, mais le chef, ça n'empêche pas que le chef peut avoir son rôle sans être rattaché au niveau
politique centrale que nous connaissons. Oui, voilà. Je voudrais dire, justement, en fait, dans la notion de politique, toute personne qui a appelé à la gestion des affaires publiques fait de la politique. Justement. Voilà, fait de la politique. Donc, ce n'est pas dans en fait, c'est la notion de parti politique telle que définie aujourd'hui qui a faussé la vraie définition même de la politique. Sinon, la politique, c'est le simple fait de se mettre au service de la gestion des affaires publiques. Maintenant, le vrai problème qui se pose, puisque la question est rapport chef et autorité publique, la vraie question qui se pose, à laquelle je n'ai même pas pensé et sur laquelle notre ami m'a éclairé l'esprit, c'est qu'en Côte d'Ivoire, justement, les différents chefs dans les différentes localités n'ont pas les mêmes attributs et ne gèrent pas les différents de la même manière. Ce qui peut être un problème chez les Agni peut ne pas être un problème chez les BT. Comment harmoniser donc à travers un texte étatique l'ensemble de ces activités-là? Comment étendre leur pouvoir? Quelles attributions concrètes leur donner? Alors qu'ils sont dans des environnements qui ont des règles coutumières différentes, vu qu'eux-mêmes, ils sont les garants de ces coutumes-là. Donc, si on veut leur redonner à chacun son rôle, on va assister à de petits États dans le grand État qui est la Côte d'Ivoire. Ce qui l'a fait parler, ce qui lui a fait dire tout à l'heure, fédération des choses. Je pense que pas forcément, puisque quand tu vas au nord, les gens du nord ont une façon de vivre. Les Krou ont une façon de vivre, les Akans ont une façon de vivre. Ça ne va pas vraiment bousculer, mais ce qui va maintenant aller en deçà de la loi, je veux dire, si moi, chez moi, on devait tuer parce que, voilà, là maintenant, on passe sous registre, on passe sous la loi. Voilà. Là maintenant, je veux dire que peut-être hier, le sorcier ne craignait pas dans une certaine région, mais aujourd'hui, un sorcier peut être jugé, peut être traîné au tribunal. Voilà, je veux dire que il y a un certain rempart qu'il faut. Aux chefs eux-mêmes de dire, chez moi, c'est comme ça. On n'a pas, moi, on ne peut pas me soumettre un texte, excuse-moi que je finisse, on ne peut pas soumettre un texte en dehors d'eux. C'est-à-dire que ça aurait été mieux que chacun produise quelle est sa loi chez lui et qu'au niveau maintenant de l'État, on puisse dire, étant donné que nous vivons aujourd'hui dans un État, dans un ensemble, là, ici, là, vraiment, vous allez changer. Et puis voilà, moi, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Il faut mettre les Africains au travail. C'est-à-dire que ce n'est pas impossible ce que Marie-Antoine a dit, ce n'est pas impossible ce que Inabo-Antoine a dit, mais ce qui sera impossible, c'est le fait qu'on ne travaille pas. C'est ce que je disais la semaine dernière ici. Il faut que les Africains puissent travailler. Nous avons assez de valeurs, mais il faut qu'on puisse travailler nos ménages pour que ces valeurs ne soient pas des chiens pour nous mordre. D'accord. Voilà. Général Louabo, les relations chefferie traditionnelles et pouvoir public se sont nettement améliorées avec les efforts de nouveaux dirigeants. Les chefs ont plus d'autorité au point où tous les problèmes du village sont réglés par eux. Et même quand tu vas à la police pour un cas de vol ou autre, on te demande si tu as vu d'abord ton chef de village. Oui, c'est ce que je me permettais même à dire. Mais des efforts restent à faire. J'ai lu un fait divers où il y a un jeune homme d'un village qui a volé un poulet. Ils sont allés porter plainte contre lui. Les gendarmes sont venus le chercher. Alors que dans ce village-là, les gens de sa famille-là ont le droit de tout faire. Quand je dis tout faire, pas tuer, mais ils peuvent entrer chez toi, prendre tout ce qu'ils veulent, sortir sans que, voilà. Et lui, il est de cette famille-là. Voilà. Donc là, ça a posé un sérieux souci, si bien que le sous-préfet a été obligé de dire non, pour ce cas précis, on va s'en référer à la loi du village. Parce que ça garantit l'unité du village dans ce... Monsieur sous-préfet, je vais l'inviter à l'insu des civilisations noires, parce que c'est ce que nous disons. Oui, parce que c'est ce que nous disons. Les lois, quand les lois viennent d'ailleurs, ça dit que ça dégrade la cohésion sociale. Mais quand les lois sont inspirées à partir de nos réalités là, vous allez voir que il n'y a pas de problème. J'ai dit tout à l'heure, conclusion, qu'il faudrait, on ne peut pas travailler sur un test sans, il faudrait que dans chaque région, ce jeune qui vient de sa civilisation en griffe où on rentre chez... Attends, il ne va pas rentrer prendre ma télé. Donc, ça veut dire que quand je viens habiter dans ce village, si je ne suis pas d'accord avec les lois de ce village, je me casse. Parce qu'il ne va pas venir me prendre mon place. La question reste posée. Merci. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Merci à vous, Inabo. On se retrouvera au mois d'octobre, c'est ça, Inabo.
Je suis très impatient de revoir l'agréable visage de Seydina, le charmant visage de Marie Adou. Voilà. Merci à tous et on se prépare pour la prochaine saison qui s'annonce déjà très bien. Émission réalisée par Fatou Koulibaly, on salue toute l'équipe, on va se revoir en tout cas dans la première semaine du mois d'octobre. Nous avons été très heureux de passer cette saison avec vous. À partir de demain, des replays vous seront présentés, tous les temps forts de ce plateau-là vous seront présentés et on a rendez-vous en tout cas en octobre. Merci et excellente journée. Nos programmes se poursuivent.